Lundi 25 juin, bonjour et bienvenue à cette édition première de la semaine. Le directeur du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme vient de séjourner dans notre capitale. Francisco C. Madeira a échangé avec les autorités sur la situation que traverse notre pays. Il estime qu'il est urgent de trouver les voies et moyens pour mettre fin à la crise actuelle. Écoutons Francisco C. Madeira, directeur du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme. Il est au micro de Ibrahima Traoré. Nous sommes venus ici, au Mali, pour nous entretenir avec les autorités de transition, tout d'abord pour mieux comprendre, mieux cerner le niveau, la nature de la menace. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec les autorités pour contrôler cette situation. Et effectivement, pas question d'accepter qu'un groupe, quoi qu'il soit, essaye de diviser le pays. Quoi que soit sa motivation, quoi que soit sa raison, ça c'est pas acceptable, c'est inacceptable. Alors, il faut qu'on trouve une solution pour que ces gens-là reviennent à la raison et abandonnent ces propos-là. Nous sommes venus ici aussi pour voir comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour que, tout d'abord, les Maliens en général, la région et le continent puissent être mieux informés de la nature des menaces terroristes que votre pays subit. Et dans ce sens, j'ai échangé les informations et des contacts avec vos autorités. Deuxièmement, nous allons prendre et amener quelques Maliens au centre pour une formation. On le fait déjà, on veut continuer à le faire. Et aussi écouter les autorités pour voir dans les présentes circonstances comment ensemble avec l'Union africaine nous pouvons nous confronter à la réalité terroriste. Alors, pendant mon séjour ici, j'ai eu l'honneur de travailler avec le directeur général de sécurité de l'État, avec le ministre de la Défense, avec le ministre de la Sécurité intérieure, et j'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous sommes tous convaincus que cette situation, ce n'est pas tenable, ne peut pas exister. Et nous restons dans le domaine des questions sécuritaires. Le chef d'état-major de la garde nationale vient de boucler une visite de prise de contact en 4e et 5e région. À Ségou puis à Mopti, le colonel Daouda Sogoba a rencontré les troupes. Plusieurs préoccupations ont été évoquées, notamment la reconquête des régions du nord du Mali, ainsi que la discipline et la cohésion au sein des forces de sécurité. Le reportage de Tamsir Diabati. Les visites se multiplient dans les garnisons militaires, mais celle du chef d'état-major de la garde nationale en 4e et 5e région a une particularité. Sa particularité est d'informer les militaires que les défis ont pour nom la reconquête du septentrion, la discipline et l'engagement. Bref, donner une autre image à l'armée malienne. La mission principale aujourd'hui des forces armées et de sécurité, c'est la reconquête des zones nord du pays. La mission qui nous attend, ce n'est pas une mission au-delà de nos capacités, ce n'est pas une mission au-delà de nos connaissances et de nos compétences. C'est une synergie d'ensemble, mais pour ce qui nous concerne, donc c'est pour donner l'assurance que la garde nationale jouera toute sa participation pour assurer la sécurité et la tranquillité. Les échanges ont également porté sur les dispositifs sécuritaires pour la reconquête du nord du Mali et le rôle des forces de sécurité et de la défense. Il ressort de cette visite que la nouvelle donne au sein de l'armée, c'est la reconnaissance du mérite. Tout élément qui va se faire remarquer, la reconnaissance du mérite en action, donc c'est un élément de galvanisation, donc pour récompenser le mérite, pour récompenser ceux qui sont là, qui travaillent correctement, parce que ça aussi, il faut le dire, ça a souvent manqué à nos forces. Visiblement, les éléments du groupement de la garde nationale de Ségou et Mopti ont pris bonne note des messages du nouveau chef d'état-major de la garde nationale.
Le chef d'état-major a bouclé la boucle à Banyangara où il a été rassuré des opérations militaires de Badenko. Direction le Burkina Faso où les ministres de l'Éducation et ses collègues de l'Action sociale et de la famille ont rencontré cette semaine à Ouagadougou leur homologue burkinabé. La délégation malienne s'est rendue également sur des sites accueillant des réfugiés maliens. La rencontre a porté sur la situation de ces derniers installés dans ce pays, notamment sur l'éducation, la sécurité et les conditions sanitaires des réfugiés maliens. Envoyé spécial, Lamine Tchekoura Koulibaly. L'insécurité au nord du Mali a généré d'importants mouvements de population, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Entre 70 000 et 80 000 ressortissants du nord, selon les sources, ont trouvé refuge au Burkina Faso. On les rencontre sur 12 sites et dans des camps de réfugiés. 80% d'entre eux vivent dans la région du Sahel et du Nord. Ceux de Ouagadougou, Bobo, Temtao, Ferreira et Gandafabou ont reçu cette semaine la visite de ces membres du gouvernement. Ce sont des populations meurtries par l'exil que les émissaires du gouvernement ont rencontrées. On veut que vraiment cette délégation qui est venue retourne avec des bonnes nouvelles. Tous ne parlent pas le même langage cependant. La première rébellion du Touareg, c'est en 1958. Toujours des fausses promesses, toujours des fausses solutions. Nous vivons le même sort. Les pays nous rejettent par-ci, par-là. Ceux qui disent que les problèmes communautaires entre sédentaires et, je dirais, les gens du Sud ont commencé en 1958, c'est pas vrai. En 1374, Marie Diatta II a combattu dans les grottes de Kidal. En 1400, Makan III a combattu à Takeda. Et c'est en 1433, à la chute de l'Empire du Mali, que pour la première fois les Touaregs ont pris Tombouctou. Avant que Soni Alibert ne rentre à Tombouctou. Notre histoire commune ne date pas d'hier et ce n'est pas l'homme qui l'a fait, c'est Dieu et le temps qui l'ont fait. Ce que vous avez dit aussi comme raison de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui nous interpelle tous. Nous sommes entre frères et quel que soit ce qui va arriver. Nous sommes pour la paix, nous allons chercher la paix par tous les moyens. Au MNLA, nous demandons de ne plus parler d'indépendance totale, car nous ne pouvons pas braver la grave responsabilité de couper le cordon ombilical qui nous a unis des siècles durant à toutes les composantes du peuple malien, les Soraïs en particulier. Et il y a un autre problème qui est là aussi. Récemment, on a des parents qui sont décédés. Pourquoi? Parce que l'armée malienne, souvent, elle-même n'arrive pas à faire la différence entre les rebelles, les civils qui sont là-bas. Il faut que l'on prépare, il faut que l'on accepte. Nous devions évidemment sécuriser le pays et cela passe justement par aussi une réconciliation, un retour à nos valeurs fondamentales. Notre peuple était réputé pour avoir su cultiver cette culture-là pendant des décennies, des siècles, c'est le mot exact. Et c'est pourquoi, justement, tout le monde est dérouté que nous soyons confrontés à une violence de cette échelle-là, à une haine, pourquoi ne pas le dire, parfois, qui ne se justifie absolument pas. Ces indépendantistes sont en réalité une infime minorité dans le groupe. Des voix discordantes appellent à privilégier le dialogue pour que prévale la stabilité du pays et la cohésion nationale. Le ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie, Ahmadou Touré, a rencontré vendredi les opérateurs économiques de la première région. Il les a invités à soutenir la cimenterie intégrée de Gangoteri qui entame sa phase production et qui va s'impliquer davantage pour l'approvisionnement correct du pays en denrées de première nécessité. Le ministre Touré a beaucoup insisté sur le respect des prix des produits exonérés des prix fixés de commun accord avec le gouvernement. ORTM Kaïsiaka Konate.
Approvisionnement correct du pays en denrées de première nécessité en cette période de soudure qui coïncide avec le mois de Ramadan, voilà le message que le ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie a délivré aux opérateurs économiques de la région de Kaï. Amadou Touré les a exhortés à s'investir pour éviter les ruptures de stock et permettre à leurs compatriotes de traverser la période de soudure sans difficulté. Approvisionnement correct en denrées, respect aussi des prix des produits exonérés par le gouvernement, riz, brisure et sucre. On nous a rapporté que la région de Kaï est une région qui consomme plutôt à l'image du Sénégal du 100%, mais nous demandons en tant qu'opérateur économique qu'en contrepartie des efforts extraordinaires que le gouvernement vient de faire à travers la défiscalisation totale du riz en renonçant à 18% de la TVA et à 10% des droits de douane, sachant que pratiquement aucun droit nouveau n'a été appliqué sur le sucre depuis plus de 3 ans. Même la TCI qui était de 55% a été suspendue. Que vraiment vous puissiez accompagner le gouvernement dans l'intérêt bien compris des populations, dans l'intérêt bien compris de vos entreprises, que vraiment il n'y ait pas de rupture par rapport à ces produits-là. Message bien reçu par les opérateurs économiques de la première région qui ont toutefois dénoncé ce qu'ils appellent la répartition partielle des quotas des produits exonérés. Aussi ont-ils expliqué au ministre les difficultés qu'ils rencontrent, difficultés liées à l'accès au crédit, au dédouanement des produits périssables, multitude des postes de contrôle, impôts et taxes jugés très élevés. Leur doléance concerne entre autres le bitumage de la route Kaye-Sadiola-Kenyeba, la construction d'un deuxième pont, le déplacement du scanner de la douane. Des doléances dont le ministre Amadou Touré a pris bonne note, même s'il avoue que certaines d'entre elles ne relèvent pas de sa compétence. Les agences de voyage et de tourisme face à la crise, c'est le sujet magazine de la rédaction. Elles jouent un rôle important dans la destination Mali, mais à cause de la crise au nord du pays, les rendements dans le secteur du tourisme ont chuté. Par exemple, en temps normal, l'arrivée de touristes à Mopti et Tombouctou apportait en une semaine au Mali plus de 30 milliards de francs CFA. Alpha Mega fait le tour de quelques agences de voyage. Elles sont nombreuses les agences de voyage et de tourisme recensées officiellement par l'Office malien du tourisme et d'hôtellerie OMATO. À ce jour, l'OMATO a dénombré 236. Toutes ces agences jouent d'habitude un rôle important en ce qui concerne la fréquentation de la destination touristique au Mali. Et qu'en est-il en ces moments précis? À notre niveau, il y a 3 types d'activités. Il y a l'activité pèlerinage, il y a l'activité billetterie, il y a l'activité tourisme. Avec la situation actuelle, il y a un arrêt total de nos activités. Mais depuis qu'il y a eu le problème des otages, il n'y a plus de touristes qui viennent au Mali. Et en général, les touristes préfèrent toujours prendre les billets d'avion avec les agences localement. On leur vend ce qu'on appelle un package. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de vente. Voilà donc un an que tous les segments de marché sont touchés. Cela est valable pour le tourisme d'agrément que le tourisme d'affaires. Parmi les raisons, la situation sécuritaire sociopolitique qui prévaut actuellement dans le pays. Avec cette crise-là, chacun est sur le qui-vive. Les gens ne voyagent plus comme avant. Or, quand les gens ne voyagent plus, il n'y a pratiquement plus de business. On ne vend pas un billet par semaine. D'abord parce qu'il y a la crise au Mali, il n'y a plus de tourisme. Et le chiffre d'affaires a vraiment plongé. Sans compter que il y a beaucoup de crédits dehors aussi qu'on ne vient pas à faire rentrer, alors que nous vendons pour les compagnies aériennes qu'on est obligé de payer. Que tu sois payé ou pas, tu vends un billet du 1er au 30, le 10 du mois d'après, tu es obligé de payer la compagnie aérienne. Si tu ne payes pas, on arrête ton activité. Pour éviter qu'on arrête l'activité, nous, on a été obligés aussi de dégraisser au niveau du personnel, de compresser les charges. Vraiment, c'est une situation qu'on ne peut même pas expliquer tellement elle est catastrophique sur le plan humain, sur le plan économique, sur le plan vraiment psychologique. Les gens sont beaucoup touchés. Ce qu'on a fait, c'est du rabattement des salaires. Donc, on a gardé tout le monde. Mais il est évident qu'avec l'arrêt total des activités, la situation n'est pas facile. Voilà. La saison touristique est marquée chaque année par la fréquentation des sites. Et ils sont nombreux les visiteurs internationaux qui participent aux différentes manifestations touristiques et culturelles. Les guides qui
qui eux aussi jouent un rôle déterminant dans l'animation de ce secteur en collaboration avec les agences de voyage et du tourisme. La situation devient de plus en plus grave parce qu'il n'y a personne qui sert ce boulot et puis on est dans des situations difficiles et puis chacun n'arrive même pas à s'en sortir et puis on se pose ici à la maison des jeunes tous les jours et on rentre le soir. Actuellement, j'ai rien à faire parce que j'ai vu du tourisme et qu'on ne voit pas de tourisme. Au niveau des instances, on a des contacts, ils nous prennent souvent pour travailler. En temps normal, dans les régions de Mopti et Tombouctou, chaque touriste dépense le minimum de 50 000 francs CFA par jour. Et tenez-vous bien, en 2010, en une semaine, 85 000 touristes ont apporté au Mali plus de 32 milliards de francs CFA. En temps normal, c'était le nouveau pétrole du Mali, parce que le tourisme est vraiment le pétrole des pays pauvres ou même riches, même les États les plus riches vivent surtout du tourisme. Et le Mali était une destination qui a vu le jour et qui commençait à avancer chaque année un peu plus, parce que le tourisme faisait vivre beaucoup de Maliens. Un touriste rapportait au minimum, pour le plus pauvre, 80 € par jour. Au moins, il va les dépenser. C'est 50 000 francs CFA, ça c'est le minimum. Sinon, il y a des touristes qui dépensent beaucoup plus par jour parce qu'il y a des circuits qui coûtent par semaine plus de 1 400 €, 1 700, 2 000 € par touriste. Ça encore, c'est le formel. Il y a l'informel qui est là, qui fait beaucoup de milliards encore cachés, non répertoriés, non notifiés. Pendant la même période, la crise a été ressentie au niveau de l'artisanat. 89 agences de Tombouctou, Gao, Kidal ont vu leur chiffre d'affaires chuter de 22 à 8 millions de francs CFA en un seul mois. L'artisanat par rapport à ce que ça produit comme devise à travers la vente de production, beaucoup plus du secteur du tourisme parce que ce sont les touristes qui achètent les souvenirs et tout ça. L'artisanat occupe à peu près 90% de la population et peut-être quelque part plus de 90% des populations du Nord. Parce que chaque habitant du Nord est pratiquement un artisan à part. Du côté des agences de voyage et de tourisme, on est convaincu d'une chose, mieux vaut prévenir que guérir. On doit mettre les agences de voyage dans la même situation que dire, parce que c'est ce qui a toujours été dans tous les pays d'ailleurs d'Afrique et du monde par ailleurs. C'est-à-dire que les agences de voyage, on les a toujours classés comme les salaires. C'est-à-dire dès qu'on paye les salaires, on paye les agences de voyage. Pour la simple raison qu'on sait que les agences de voyage aident aussi l'État parce que les agences de voyage donnent des billets à crédit à l'État. Les compagnies ne donnent pas de billets à crédit à l'État. Donc ce qui nous touche, ça touche l'État d'une façon ou d'une autre. Donc l'État doit se trouver dans l'obligation de trouver une situation pour que toutes les agences de voyage ne meurent pas. Au regard de cette situation catastrophique, quelques mesures ont été élaborées par le département ministériel en charge du tourisme. Il s'agit surtout de mesures qui visent à aider les agences de voyage et de tourisme à se maintenir en attendant des lendemains meilleurs. Concrètement, le département envisage d'accompagner le secteur par des systèmes d'allègement, des allègements fiscaux en termes de taxes, en termes d'impôts, mais aussi de recherche de mémorandums auprès de l'énergie du Mali en ce qui concerne le secteur eau, électricité, INPS, pour voir dans quelle mesure on peut effectivement soulager les opérateurs du secteur. La situation que vit le Mali et dont il a hâte de sortir a été éprouvante à tous les niveaux. Le tourisme et l'artisanat, deux secteurs porteurs qui n'attendent que la situation redevienne normale pour reprendre de plus belle. Voilà qui met fin à cette édition. Les prochains rendez-vous sont à 18h et 20h avec Ndeye Sissoko. Soyons de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Nous ne les oublions pas. Merci et bonne suite de nos programmes.